Bonjour à tous, étudiants ainsi que présentateurs. Bienvenue à ce deuxième atelier qui, dans le cadre du mois de la cybersécurité, a pour but un peu de faire découvrir tous les différents métiers qu'on a en cybersécurité qui ne sont pas nécessairement juste du pentesting comme qu'on voit plus à l'école. Alors, c'est quand même un vaste domaine avec plusieurs métiers qui sont en contact l'un avec l'autre pour faire fonctionner ce beau rouage-là qui est la défense d'une compagnie ou même dans certains cas d'un pays, n'est-ce pas? Alors, ce soir, on a quand même beaucoup plus si vous voulez, de participants que la semaine passée. Alors, je veux juste pas me tromper, donc je vais juste aller sortir les noms. Euh, mm, mm. Alors, ce soir, je ne me trompe pas, on a donc. Ça, si je ne me trompe pas, en premier lieu, on va avoir Francis Provencher, n'est-ce pas, du. Centre gouvernemental de cyberdéfense. Exact, merci Francis, Centre gouvernemental de cyberdéfense. Ok, bon, je les ai ici, là. On va faire ça comme du monde. Alors, Francis Provencher, accompagné, si je ne me trompe pas, de Frédéric Lemay. Je ne sais pas s'il y a d'autres mondes avec toi, Francis aussi. Oui, il y a Christian Langelier aussi. Exact. Fait que je vous laisserai soit de vous présenter plus en détail, là. Donc, ces trois messieurs sont ici pour le Centre gouvernemental de cyberdéfense du Québec, qui vont présenter un petit quelque chose sur la recherche sur les menaces et la gestion d'incidents. Ensuite, un peu plus tard ce soir, on va avoir Patrick et Benoît du Centre canadien pour la cybersécurité, qui vont aussi vous parler un peu des recherches en cybersécurité. Finalement, en troisième, on va avoir Mme Gabrielle Bodbol, qui est de chez Okiok, qui vient vous parler du pen testing. Et finalement, pour clôturer la soirée, on va voir Hugo Desrochers de la Sécurité publique du Canada qui va nous parler un peu de l'évaluation d'infrastructures en sécurité. Alors, sans plus tarder, Francis, je te laisse la parole. Bonne présentation. D'accord. Merci, Yann. Merci à tous d'être avec nous ce soir. En fait, je vais vous introduire brièvement là, les fondements du Centre gouvernemental de cyberdéfense. Ce groupe-là a été créé en septembre 2019. En fait, c'était pour créer un pôle d'expertise au sein de la fonction publique dans le domaine de la sécurité de l'information. C'était pour mutualiser aussi toute cette expertise-là pour que chacun des ministères organismes puisse en bénéficier finalement. Je peux me présenter de façon plus personnelle. Francis Provencher, j'ai 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité de l'information, 15 ans comme chercheur de vulnérabilité. J'ai rapporté environ 160 0D auprès des grands éditeurs de logiciels comme IBM, Microsoft et compagnie. Et je suis présentement le chef d'équipe de la direction de la détection au sein du CGCD. Pour vous expliquer là, brièvement, je sais que ce n'est pas l'essence même de la présentation, mais on va faire un petit topo là, de qu'est-ce que c'est le Centre gouvernemental de cyberdéfense. On a perdu le son. En fait, je vais vous présenter un peu. Est-ce que je suis revenu? Oui. D'accord. En fait, le premier objectif, évidemment, c'est de sécuriser, d'augmenter la posture de sécurité des actifs informationnels du gouvernement. Je vous expliquerai un peu plus tard là, comment on arrive à atteindre cet objectif-là. Le second, bien évidemment, c'est d'assurer une veille constante des menaces, des cybermenaces. Qu'est-ce qui pourrait avoir un impact au niveau des actifs gouvernementaux? Le troisième objectif, en fait, c'est d'instaurer les meilleures pratiques en cyberdéfense, comment uniformiser aussi la défense au sein des ministères et organismes. Et puis le dernier, et non le moindre, c'est le développement des compétences, l'acquisition des connaissances, tant par les employés que les gens qui œuvrent au sein de la sécurité de l'information. C'est vraiment important pour nous. Présenter aussi ma direction, en fait, la direction de la détection. Nous autres, notre but, c'est d'identifier les faiblesses, qu'est-ce qui pourrait porter atteinte à la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des informations gouvernementales. On y arrive en faisant des balayages de vulnérabilité. Il faut savoir que l'ensemble des 306 ministères et organismes doivent nous soumettre leur plage d'adresse publique. Des balayages sont faits de façon hebdomadaire. Et évidemment, quand on trouve des vulnérabilités, ben, on produit un plan de rémédiation pour que ces vulnérabilités-là soient corrigées. Ensuite, on réalise des tests d'intrusion, soit lors d'une mise en production ou tout simplement quand il y a des demandes qui viennent du politique. Donc, ça fait aussi partie de notre offre de service. On réalise aussi des campagnes d'hameçonnage éthique, en fait, pour tester la réactivité des gens au sein des ministères, voir si les campagnes de sensibilisation fonctionnent bien. Donc, on crée des courriels, on regarde si les gens cliquent dessus, est-ce qu'ils vont mettre des informations dans les landing pages, comme on appelle.
Puis ensuite, ben, on réalise aussi des recherches sur des brèches d'information. C'est ce que Christian va vous présenter plus tard dans les données ouvertes ou fermées. On identifie des brèches là-dedans. Et finalement, c'est la centralisation des événements de sécurité, un SOC, comme on appelle. Donc, on a des gens là, qui sont là à surveiller les événements de sécurité. La deuxième direction, c'est la direction de la prévention et de la gestion des incidents, celle de laquelle Frédéric relève. En fait, cette direction-là a pour but de prévenir les incidents de cybersécurité. Il faut faire évidemment inventorier et identifier les actifs informationnels que les gouvernements, en fait, que les ministères et organismes ont à protéger. Puis, c'est de coordonner la réponse aux incidents, finalement. La troisième direction, c'est celle des pratiques, des pratiques et du développement des compétences. En fait, c'est dans cette direction-là que toutes les campagnes de sensibilisation naissent. C'est là où on a aussi mis en place une campagne, pas une campagne, une formation CEH qui a été donnée à plusieurs employés au sein du gouvernement pour rehausser les compétences dans ce domaine-là. Puis évidemment, de rendre les meilleures pratiques là, au sein de nos partenaires. Les 5 grands axes de service du CGCD sont identifiés, protégés, détecter, réagir et rétablir. Aujourd'hui, ce qu'on va surtout vous entretenir, là, c'est la gestion des incidents, les cyber-enquêtes, le balayage de vulnérabilité, les tests d'intrusion et l'identification des brèches, donc les catégories réagir et détecter. Je vais passer la parole à Frédéric là, qui va vous entretenir plus sur le métier de gestionnaire d'incidents. Oui, merci Francis. Alors, ben, moi, je me présente rapidement, Frédéric Lemay. Alors, actuellement, je suis le chef d'équipe du CERTAC, l'équipe de réponse aux incidents, justement, au niveau du gouvernement du Québec. Donc, ici, je suis au CERTAC depuis 8 ans, puis j'en suis maintenant le chef d'équipe, vu que l'ancien chef d'équipe a pris sa retraite. Donc, on va parler un petit peu de ce que c'est un gestionnaire d'incident, finalement. Donc, en gros, on pourrait le définir comme le capitaine pendant un incident, mais on pourrait aussi l'appeler un enquêteur ou autre titre de ce genre-là. Lui, son objectif, ça va être d'appliquer le plan de gestion des incidents. Écoutez, des plans, il y en a beaucoup. Il y a diverses normes qui existent. Il y a le NIST. Il y a, par exemple, au niveau fédéral, ils ont le plan de gestion des événements de sécurité. Le NIST, maintenant, au niveau Cyber Security Framework. Nous, on donne, par exemple, celui qu'on utilise le plus couramment, c'est celui du SANS, hein, le PICR. Vous allez peut-être entendre ça souvent. En fait, c'est les 6 étapes qu'il propose. Donc, préparation, identification, confinement, éradication, remise en service et leçons apprises. L'idée est toujours la même chose. Toute gestion d'incident doit passer par ces 6 étapes-là et on doit vraiment essayer de structurer les interventions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un incident se produit, souvent il y a des préjudices au niveau de l'organisation. Ça veut dire des gens nerveux. Souvent, la haute direction va venir appliquer beaucoup de pression et c'est là que les erreurs peuvent arriver. C'est là que c'est important d'avoir un gestionnaire d'incident qui va être capable de coordonner tout ce monde-là pour éviter justement qu'il y ait des gestes fâcheux qui soient posés. Il y a plusieurs situations qu'on a vécues où l'incident était extrêmement banal, je vous dirais un petit maliciel de rien, mais la gestion est devenue tellement chaotique que ça a terminé en crise. Et là, on avait des relations publiques à faire et tout ça. Ça peut aller jusque-là. Ce qu'il faut comprendre, un incident, ça cache une histoire. Donc, quand vous êtes victime d'un incident, la première chose que vous devriez faire, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que je pourrais dire que le gestionnaire d'incident se transforme un peu en enquêteur. Lui, il va falloir qu'il aille voir au niveau des systèmes, OK, c'est quoi les preuves que j'ai en place? Il donne toujours des signes d'intrusion, tout ça. Aller récupérer ça, aller négocier avec les différents intervenants, parce que des fois, le gestionnaire d'incident va, oui, peut-être des fois se mettre les mains dans le système, mais plus souvent, ça va être d'autres professionnels, les opérateurs de console, les développeurs, les sysadmins. Lui doit ramasser tout ça puis essayer de trouver une cohérence là-dedans, essayer de comprendre vraiment, bon, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se fait que je me suis fait avoir et surtout, par où est entré l'attaquant et qu'est-ce qu'il a fait. Euh, c'est souvent cette étape-là qui est la plus souvent ratée, je vais vous dire. Puis c'est souvent, quand cette étape-là n'est pas réussie, c'est là que les conséquences les plus fâcheuses peuvent se produire. Parce que si vous avez, par exemple, manqué votre identification, puis vous n'avez pas confiné les attaquants, vous ne les avez pas vraiment, on pourrait dire, mis dehors finalement, et qu'ils ont encore une présence au niveau du réseau, non seulement ils sont encore là, mais en plus, ils savent que vous les avez trouvés et ils connaissent vos méthodes maintenant. Alors souvent, ils vont être encore plus agressifs, puis ça peut empirer la situation.
Une fois qu'on a compris qu'est-ce qui s'est passé exactement, ben là, on va se demander qu'est-ce qu'on fait maintenant pour éliminer la menace. C'est ce qu'on appelait dans les étapes du SANS le confinement, l'éradication et la remise en service. L'idée, c'est de mettre fin aux activités malveillantes de l'attaquant et après ça, de l'éliminer, de sortir complètement de l'infrastructure et après ça, de remettre en service. La remise en service, encore une fois, c'est important d'avoir compris ce qui s'est passé parce que je vous donne un exemple. Souvent, on va faire appel, par exemple, à des logiciels d'imagerie pour, rétablir des configurations d'origine sur les postes de travail. Mais si votre incident il est là, par contre, parce que, par exemple, dans le cas des motettes, je vous nomme une menace comme ça, la réutilisation des mots de passe d'administration locaux, ça a permis aux attaquants de se répandre. Eh bien, si vous les avez confinés, vous ramenez vos postes, mais vous n'avez pas changé les mots de passe d'origine qu'il y avait sur vos images, bien voilà, vous n'avez rien réglé en réalité. Quand vous allez remettre les postes en place, ils vont de nouveau être infectés. Vous allez de nouveau perdre le contrôle. Puis une fois qu'on a vraiment identifié ce qui s'était passé, éliminé la menace, dernière étape, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour éviter que ça se reproduise, si les leçons apprises? Donc, c'est un processus d'amélioration continue. Selon nos erreurs, on va essayer de mettre en place des nouvelles mesures pour empêcher les attaquants de venir s'introduire dans nos infrastructures. Le métier de gestionnaire d'incident, oui, il y a un côté très technique, mais il y a aussi un côté de communication. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'intervenants de divers milieux. C'est là que c'est important d'avoir un profil qui est multidisciplinaire parce que vous allez parler à la fois avec des administrateurs de systèmes, des opérateurs de console, des développeurs d'applications, des utilisateurs. Il n'est pas nécessaire d'être un expert dans chacun de ces domaines-là, mais il faut quand même en connaître suffisamment pour être capable de soutenir une conversation intelligente avec ces gens-là. Surtout qu'il va y avoir une coordination à faire. Puis souvent, cette coordination-là va avoir lieu dans tous ces domaines-là. Il faut agir aussi comme pont entre la direction et le terrain, parce que la direction, souvent, eux, évidemment, ils ont les impératifs d'entreprise. Eux, leur priorité, c'est la remise en service, parce que là, il y a des préjudices qui sont en train d'être causés à l'organisation. Mais seulement si la direction s'adresse à tout le monde en même temps, vous savez comment ça va finir, ça ne se terminera pas bien. Une des responsabilités du gestionnaire d'incident, c'est justement de communiquer avec la direction, de les tenir au courant. Cette communication-là, ce n'est pas seulement simplement de jaser envers ces personnes-là. Il y a tout le concept du besoin de savoir. Ça, c'est très difficile, je pourrais dire. C'est peut-être la chose la plus difficile avec laquelle on a à jongler. Vous allez obtenir des informations confidentielles de divers intervenants et certains, ça peut être des forces policières ou autres. Il y a des informations que vous pouvez transmettre et des informations que vous ne devez pas transmettre et vous devez faire preuve de diplomatie. Parce que le moment que vous allez indiquer à un intervenant qui est en train de subir une attaque, puis vraiment, là, ça ne va pas bien chez eux, que vous ne pouvez pas lui transmettre l'information, la diplomatie est très importante parce que ça peut dégénérer très rapidement. Francis, tu peux changer de diapo. Ça, ce que je dis là, c'est en temps de guerre, de cyberguerre. Quand on est en incident, mais on n'est pas toujours en incident, évidemment, heureusement. Mais en temps de paix, c'est là que se passe la majorité de notre travail, mais c'est quand même très important. Il faut faire de la veille technologique, parce que si on veut comprendre comment un attaquant a réussi à compromettre l'infrastructure, ça veut dire qu'il faut savoir comment pensent les attaquants. Il faut connaître un petit peu c'est quoi le contexte, c'est quoi les différentes menaces, c'est qui les acteurs, c'est quoi les techniques qu'ils utilisent, c'est quoi les principaux types de maliciels. C'est important parce que sinon, lorsqu'on va faire face à un incident, si on n'a pas cette base de connaissances-là, si on n'est pas capable d'identifier rapidement où un acteur ou ce qu'on dit l'immodus operandi, on va avoir beaucoup de retard. Puis ce retard-là, on ne peut pas le rattraper pendant qu'on est en incident. Il faut le faire justement pendant qu'on est en temps de paix. C'est là qu'il faut vraiment se renseigner tout ça. Non seulement les tendances des cybercriminels au niveau mondial général, mais aussi les principales menaces qui vont peser contre l'organisation. Ça veut dire qu'on doit connaître les principaux systèmes, les principales vulnérabilités que l'organisation va exposer. Parce qu'on sait que tout ça, c'est une gestion de risque. Hein. L'organisation ne va pas tout sécuriser d'une façon équivalente. Il y a une gestion de risque dans tout ça. Il faut connaître les risques qui pèsent sur l'organisation pour ensuite pouvoir protéger les actifs. Il faut pouvoir identifier les joyaux de la couronne. Ça peut être drôle comme façon de parler, mais vous avez tellement d'actifs au niveau de l'organisation, mais il y en a de ces actifs-là qui servent à rendre la mission et que si jamais ces actifs-là sont attaqués, ça peut causer un préjudice important. Il faut les connaître, ces actifs-là, pour les protéger spécifiquement. Il faut maintenir un réseau de communication
tous les gens que j'ai mentionnés, les développeurs, les administrateurs de systèmes, tout ça, il faut avoir des numéros de téléphone, il faut être capable de les rejoindre en tout temps. Les cyberattaquants, ils ne vont pas attendre, ils ne vont pas dire ah zut, il est vendredi 3h30, bon, regarde, écoute, on va aller prendre notre bière puis on va revenir lundi matin. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est même le contraire. En général, ils vont justement aller frapper vendredi à 4h30 parce qu'ils savent très bien que tout le monde est parti puis que c'est le meilleur moment. Il faut avoir un bon réseau solide pour être capable d'appeler les bons intervenants. Et souvent, souvent, la fin de semaine, il n'y a pas de ressources disponibles. Alors, c'est là que c'est vraiment important d'improviser. Alors, au niveau des compétences requises que je pourrais dire pour être gestionnaire d'incidents, ben, c'est d'être multidisciplinaire. Donc, je pourrais dire, ce n'est pas important d'être expert dans tous les domaines, mais il faut quand même être suffisamment compétent dans divers domaines, dont le développement, l'administration des systèmes et tout ça, pour au moins être capable de discuter avec tous ces groupes-là. Si jamais vous avez un incident à gérer, vous allez être amené à discuter avec ces groupes-là, mais aussi en tant que préparation. Parce que même si vous identifiez les vulnérabilités, c'est peut-être pas vous qui allez appliquer les règles au niveau des coupe-feux ou au niveau des solutions de sécurité. Mais sauf que c'est vous qui allez dire, ben, applique tel type de règles. Mais évidemment, si vous ne savez même pas quel jargon est-ce que votre opérateur de console utilise, ben, ça ne risque pas d'être très efficace. Puis, un gestionnaire d'incident, c'est quelqu'un qui supporte bien la pression parce que quand vous êtes en incident et que ça part en vrille, croyez-moi, la pression, elle est énorme. Elle vient de très haut. Alors, il faut garder son sang-froid. Il faut faire preuve de diplomatie, même dans les pires situations. Alors, moi, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions avant de laisser la parole à Christian? C'était bien clair pour moi. Bon, ben, coudonc, je vais te laisser la parole, Christian. Bonjour tout le monde, moi c'est Christian Langelier. Je m'occupe des fuites de données et de la recherche dans le dark web et dans l'Internet en général, mais je vais quand même essayer de vous démystifier un peu qu'est-ce que le dark web, qu'est-ce que le deep web et qu'est-ce que le web surfacique ou l'Internet en général. Ça comprend ces trois champs de profondeur de recherche. Dans le fond, c'est comment on recherche l'information. Dans le clear web ou le web surfacique, on a des moteurs de recherche, l'information est référencée, est indexée, ce qui fait que si on prend un Google ou un autre moteur de recherche, on tape une information, puis il va nous sortir une pléiade d'informations qui vont nous être utiles. Ça, c'est vrai aussi dans d'autres, je dirais, des réseaux sociaux, par exemple. Si vous cherchez un nom, vous allez trouver plein de noms correspondant à votre demande de recherche. Ça, c'est parce que l'information est indexée. On a les films, les images, des photos. On peut trouver plein de choses. Des produits de la vente, des services. Le gouvernement est indexé. Évidemment, on veut que les gens puissent connaître nos informations. Les banques, les informations de nos comptes de crédit, on peut tout trouver ça dans la partie Clear Web, celle qui est la plus visible. Si on descend je prends toujours l'exemple d'un iceberg. Là. Ce que je viens de parler, c'est la pointe de l'iceberg qui sort. 95% de tout l'Internet, l'information qu'on peut retrouver dans l'Internet, est en dessous de ce que je viens de parler du Clear Web. C'est tout ce qui est dans le Deep Web et dans le Dark Web. Ça représente 95% d'informations et de sites Web, évidemment. Mais celle-ci, elle n'est pas indexée, elle est non référencée. Il faut la connaître pour pouvoir y accéder. Donc, on peut trouver toute l'information que je viens de nommer dans cette portion-là de l'Internet. Mais on retrouve aussi les extranets des entreprises, par exemple, mais qui ne publient pas, que tu n'attends pas de suite. Je n'ai pas fini. L'extranet n'est pas nécessairement publié parce qu'on veut que nos gens de notre organisation puissent y accéder. Ils connaissent le lien pour y accéder, mais ce n'est pas connu de tout le monde. Si on tape l'extranet du gouvernement du Québec, vous n'allez pas trouver de l'information là-dessus nécessairement. Ça revient à dire les sites web gouvernementaux, industriels et commerciaux, ils utilisent beaucoup de sites qui ne sont pas référencés parce que c'est de l'information sensible ou de l'information qui est utile pour leurs partenaires ou pour leurs employés. Là, on peut changer. Ça, c'est le Deep Web.
C'est donc l'information, c'est les sites, c'est comme tout le reste du clear web, c'est des .com, des .net, des .ca et tout ce qu'on connaît. Le dark web, ça, c'est la partie qui est intéressante. C'est là que mon expertise vient. Le dark web, à la base, c'était un projet pour rendre l'information anonyme et confidentielle. C'est là que les gouvernements, en fait, c'est les militaires qui ont développé ça pour transmettre de l'information qui était critique, qui ne pouvaient pas divulguer comme ça, mais il fallait qu'ils le transmettent sur un réseau. Et à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un réseau qui s'appelle le réseau Tor. Aujourd'hui, c'est encore le réseau Tor, mais il est un petit peu modifié. Aujourd'hui, il est ouvert dans le sens qu'on peut y accéder. Il n'y a pas juste les militaires qui peuvent y accéder. Les militaires, en fait, ils ont trouvé une nouvelle méthode, eux autres. Ils sont encore plus profonds. Il y a des niveaux dans le dark web, là. Puis le niveau le plus profond, eux autres, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, nous, on n'est pas capable d'y accéder. Ça prend des machines quantiques qui ont des calculs d'algorithmes extrêmement puissants qui prendraient des années pour nous, avec nos machines, à essayer de pouvoir accéder. Ce serait extrêmement compliqué. Ce qu'ils ont fait, c'est que c'est un réseau. Le réseau Tor, c'est un réseau qu'on appelle en pleurs d'oignon. Ce qu'il fait, c'est qu'il va, quand on utilise un explorateur qui s'appelle Tor, l'explorateur, comme l'explorateur Windows, si on veut, mais qui s'appelle Tor, lui, ce qu'il fait, c'est que quand on fait une requête, il faut connaître d'abord le lien où est-ce qu'on veut aller, l'URL complet. Et c'est un point oignon. Ce n'est pas un .com, ce n'est pas un .net, c'est un point oignon. Parce que ce que ça va faire, c'est que ça va créer des nœuds et il va sauter d'un nœud à l'autre pour aller chercher l'information. Ça veut dire que tous ceux qui sont connectés dans ce réseau Darknet-là vont pouvoir transmettre l'information qui est de la recherche. Il va sauter plusieurs fois, puis ce qui rend l'information difficile à retracer, c'est que d'une fois à l'autre, le suivant ne connaît pas le destinataire qui a fait la requête. Il y a juste celui qui a fait la requête puis la destination qui vont pouvoir se parler. Mais ils doivent sauter à travers minimalement 3 nœuds avant de se rendre à l'information finale. Je ne vais pas vous le montrer tantôt. Là, un Tor, c'est trop long un peu à exploiter, mais je vais vous montrer une petite recherche qu'on fait dans l'information du Darknet. Le Darknet, ce n'est pas un réseau, mais c'est plusieurs réseaux. Tor étant le premier, il s'est construit d'autres Darknet. Le FreeNet en est un, le ZeroNet, le I2P. C'est tous des réseaux Darknet qui utilisent leur propre façon d'aller chercher l'information, puis on peut aller chercher de l'information assez profonde là, dans le réseau. On peut changer de page. Dans le fond, dans le Darknet, on retrouve l'information qui est légitime, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations illégitimes et de sites illégaux parce que, justement, comme c'est confidentiel, les criminels ont compris que c'était peut-être la place où aller faire leurs transactions de façon un peu discrète. Évidemment, ce n'est pas à l'épreuve de tout. Une erreur humaine, une mauvaise configuration de leur flotteur, puis ils deviennent vulnérables comme n'importe qui. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans le Darknet? On retrouve des marchés qui vendent toutes sortes de choses, de la drogue, des armes, de l'information comme des documents de carte de crédit, des mots de passe, des passwords, des permis de conduire, des passeports, des films, des images. Je ne vous dis pas quelle sorte, là, devinez par vous-même. Des comptes et des mots de passe, évidemment. Ça, c'est la portion que nous autres, on nous intéresse le plus parce que souvent, les comptes et les mots de passe, il y a ceux des administrateurs qui ouvrent des portes à nos infrastructures puis qui rendent nos infrastructures très vulnérables. Là où c'est plus intéressant pour, comme disait tantôt Frédéric, quand on est en mode paix, les forums des hackers, des programmes et des outils qu'on retrouve dans le dark web, puis même leurs sujets qui sont illicites, nous intéressent parce que ça va nous permettre de faire de la prévention et de prévenir des potentielles vulnérabilités qui peuvent déjà commencer à se discuter dans des forums. Puis quand on trouve cette information-là, ça nous permet de pouvoir contrer avant qu'ils puissent exploiter cette information-là. Donc, on retrouve exactement tout ce qu'on peut trouver dans le web, le clear web, mais en plus, on retrouve toute cette information-là qui est criminelle. Y a-t-il un autre slide?
comment qu'on recherche dans le Darknet? Évidemment, comme j'ai dit, ce n'est pas indexé. Donc, on peut se promener dans le Darknet avec Tor, qui est un navigateur conçu pour ça. En fait, c'est un Firefox, mais qui a été tweaké pour faire exactement ce que j'ai dit tantôt quand on fait une recherche avec un site web .onion. Il va sauter de plusieurs nœuds avant d'arriver à la destination. Mais comment on fait une recherche? Parce que si on ne connaît pas l'information, on ne sera pas capable d'y accéder. Il faut faire de la recherche d'information. Les entreprises, les compagnies qui se spécialisent dans la recherche dark web, eux autres, ils ont recueilli toutes les fuites qui existent depuis des dizaines d'années, même ça date des années 70. Ils recueillent l'information des fuites, ils font une base de données. Celle qui est la plus connue, vous pourrez aller dans le clé web, celle-là, vous pourrez aller sur Have Been Found. Eux autres, ils ont 9 milliards d'informations dans leur base de données, puis toutes les entreprises recueillent cette information-là et en rajoutent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller dans des sites qu'on appelle Pastebin, des GitHub, les forums de discussion. Après ça, ils ont des scrollers qui vont aller chercher dans les sites web de l'information. Puis quand ils ont toute l'information, ce qui représente à peu près tout dépend de la compagnie, là, mais ça représente à peu près 200 000 informations par jour qu'ils doivent trier, puis regarder si c'est valide pour nous autres. Puis après ça, ils la mettent dans leur base de données. Et nous, on utilise un outil spécialisé que je vais vous montrer tout de suite après. Oh, je vais faire ça vite, parce que je vois que ça passe vite. Dans l'outil spécialisé, ça recherche parmi les 9 milliards d'informations, puis ça nous donne des résultats. On peut former ton partage. Je vais juste faire une recherche avec une adresse de courriel bidon. Là. Je l'ai testé, il n'existe pas, puis il ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas partager. Ça doit être... Oh, attendez, il faut que je me tasse. Est-ce que vous voyez? Non. Bizarre. Bon, il fallait que ça ne marche pas. Tu n'as pas adressé ta prière au Dieu de la démo? Oui, c'est ça. Ah, il est ici. Tiens, je vais essayer ça, partager. Ça, là, vous le voyez? Oui. Oui. Parfait. J'avais déjà prévu de faire cette petite recherche-là. Notre ami s'appelle easy63hotmail.com. J'ai pris quelque chose qui était assez commun là, comme recherche. Ce que j'ai fait, j'ai plusieurs choix. Je pourrais chercher des noms de domaine, .gouv, .qc.ca par exemple. Les leaks, c'est tout ce qui est fuite d'informations de type des bases de données qui ont été fuies et qu'on connaît. L'Open Web, là, je n'ai pas fait de recherche dans l'Open Web, mais c'est ce que j'ai dit tantôt, les Pastebin, les sources de données comme GitHub, Google, etc. Et tous les sites illicites, là, j'ai les marchés, les forums, les profils d'usagers, les chats, les IRC, les ransomware. Et avec notre ami Easy63, on a trouvé un ransomware qui n'est pas nécessairement son nom, mais qui touche à toutes les hotmail.com. Puis il y en a un qui est à son nom à lui, qui était, dans le fond, une fuite sur un site web avec son adresse et son mot de passe extrêmement compliqué, là, comme on peut voir. C'est les outils spécialisés qui nous permettent de faire cette recherche-là. Dans le fond, on ne recherche pas directement dans le dark web, on recueille l'information dans une base de données, puis après ça, on fait une recherche de l'information dans la base de données. C'est un peu ça le métier. Je ne fais pas juste ça, là, évidemment, là, mais la recherche d'informations et de fuites dans le dark web. Je départage. Si vous avez des questions, vous pouvez... Je pense qu'il y a déjà 2 questions dans le chat que j'avais lues actuellement. Il y en a une, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Quels sont les outils que vous utilisez afin de couvrir une surface aussi grande? Est-ce qu'on parle de la veille? Oui, exact, Frédéric. Ça s'adresse surtout à la veille. Je sais que souvent on utilise un CIEM. Je ne sais pas si vous avez. J'imagine que vous en avez un, mais je ne sais pas si vous utilisez d'autres choses peut-être. Ou Oui. si tu veux nous parler un peu de ça.
Oui, mais au niveau de la veille, écoute, on a une panoplie d'outils. Pour ce qui est vraiment de la veille, là, nous, on utilise entre autres un agrégateur RSS. Vous savez que la majorité des sites de nouvelles, ils proposent tous des flux RSS. Ce qui est le fun, c'est qu'on est capable de prendre tout ça, le ramener à un endroit, puis veiller là-dessus. Pour tout ce qui est du niveau technique, oui, il y a les SIM, mais il y a aussi des services externes comme Shodan. On maintient aussi une base de connaissances MISP. On a entre autres des liens avec le fédéral à ce niveau-là, qui est une base de connaissances sur les différentes menaces. Donc, nous, déjà, on est capable de consulter ça. Et ce n'est pas parfait, c'est sûr, mais ça nous donne quand même un bon portrait. Sinon, dans d'autres services, je pense, Francis, on a CrowdStrike maintenant aussi. Effectivement. Tous des services qu'on peut consulter comme ça, qui enseignent beaucoup d'informations. Nous, on consulte ça, puis c'est pas important de connaître le maliciel de façon exacte, mais c'est de comprendre à peu près c'est quoi la tactique de l'attaquant, l'acteur qui opère ce maliciel-là, qu'est-ce que le maliciel, c'est quoi les actions du maliciel et tout ça. Fait qu'il y a différentes sources que vous pouvez utiliser. Beaucoup de services en ligne, hein, qui sont beaucoup de ce qu'ils appellent du threat intelligence. Là. Il y en a beaucoup en ligne. Ce qui est dur avec le renseignement sur la menace, c'est pas tant la quantité d'informations qui est disponible, c'est l'inverse en fait. Il y en a tellement que souvent, c'est de faire le tri qui se représente plus un défi parce qu'il y en a tellement, puis il y a de l'information là-dedans, c'est vu de plusieurs années. Comme vous savez, les maliciels, surtout les acteurs malveillants, ils ne décident pas d'employer les mêmes tactiques d'une année à l'autre. Là. Si on fait juste penser à Emotet, c'est fou le nombre de tactiques qu'ils ont utilisées dans les 4 dernières années, juste pour en nommer une. Mais c'est ça, c'est divers outils. Souvent, il y a une veille qu'on fait nous-mêmes, mais il faut comprendre qu'il faut l'automatiser, évidemment, parce qu'il y a tellement de sites de nouvelles, puis il y a 8 heures dans une journée. Là. On s'entend. Mais on peut compter sur beaucoup d'outils. Est-ce que ça répond un peu à la question? Oui, absolument. Merci beaucoup, Frédéric. Il y en a une deuxième ici. Bon, mon écran est bizarre, fait qu'attendez. Je ne suis pas capable de la lire. Ça doit être Francis, qu'est-ce que tu as fait? Je sais Ah non, pas. OK, ici. Est-ce qu'on peut faire de la gestion d'incidents avec seulement une expérience de gestionnaire sans expérience technique, donc juste la connaissance académique? Je vais être honnête avec vous, ce n'est pas impossible. C'est sûr que c'est un peu plus difficile parce que, comme je vous disais, le gestionnaire d'incidents, c'est un enquêteur d'une certaine façon et tout ça. Si vous, comme on se plaît à le dire dans le milieu, si vous n'avez pas vécu dans ces domaines-là, souvent, vous n'avez pas les mêmes réflexes. Par exemple, si je prends juste un exemple, parmi les profils qui font des bons gestionnaires d'incidents, on peut avoir des opérateurs de solutions de sécurité, on peut aussi avoir des développeurs. C'est des gens qui ont, au fil des années, la pensée vient se structurer d'une meilleure façon. Ceci dit, ce n'est pas impossible. Si on s'entoure bien, il est possible quand même de commencer une carrière de gestionnaire d'incidents sans forcément avoir vécu le côté technique. Cependant, si on prend cette voie-là, je vous dirais, il y a des certifications, par contre, on pense au SANS ou le SANS n'est pas tout seul en faire, qui vont vous donner quand même un bagage technique, je pourrais dire minimal, pour au moins bien comprendre, écoute, c'est quoi les types d'attaques. Je pense qu'au moins, pour commencer ce métier-là, il faut au minimum connaître la majorité des techniques que les attaquants utilisent, au moins avoir un minimum comme ça. Sinon, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir du mal à comprendre ce que vous lisez, puis vous allez avoir de la difficulté à dialoguer avec vos vis-à-vis qui sont dans d'autres domaines. Mais ce n'est pas impossible. Je veux dire, le conseil que je pourrais vous donner, entourez-vous bien de professionnels qui, eux, comprennent bien le milieu, puis assurez-vous au moins d'avoir une formation minimale pour être capable de dialoguer avec eux, puis ça devrait pouvoir aller. En effet, puis je pense que au CGCD, il y a beaucoup de mentorat aussi qui se fait parce que justement, c'est un pôle d'expertise au sein de la fonction publique. Donc, le transfert de connaissances se fait entre les gens qui composent les équipes. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais je peux vous dire que présentement, on est à la recherche de plusieurs bons employés dans différents domaines, les pentests, la forensic, la gestion des incidents. C'est des postes qui sont très stimulants. Il y a des beaux challenges à faire au sein de la fonction publique. Les conditions se sont beaucoup améliorées au fil des années. Maintenant, le télétravail est permis. Donc, on peut engager des ressources qui viennent d'un peu partout au Québec. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Donc, si vous êtes à la recherche d'une carrière là, vraiment stimulante, n'hésitez pas, mon courriel est là, puis vous pouvez me contacter sans problème.
Génial. Ben, merci beaucoup, Francis, Frédéric et Christian, pour la présentation. Ça me fait- Si jamais vous avez des questions, tout le monde, n'hésitez pas peut-être à l'écrire dans le chat si vous pouvez le répondre directement là-dessus. Sans plus tarder, on va passer à la prochaine présentation. Alors, j'inviterai donc, s'il vous plaît, Patrick et Benoît, peut-être, à venir prendre la parole. Alors, juste pour vous le rappeler, là, Patrick et Benoît sont ici pour le Centre canadien pour la cybersécurité et ils vont parler un peu de la recherche dans le cadre de la sécurité informatique. Parfait. Alors, Benoît, je vois que ton écran est allumé. Parfait. Bonjour, est-ce qu'on me voit? Absolument. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Patrick Marquis, puis je suis accompagné de Benoît Hamelin. Puis, on est employé du Centre de la recherche au CST, puis on fait des projets de recherche reliés au Centre de la cybersécurité, en cybersécurité. Désolé. Merci, Benoît. Donc, je vais vous résumer très rapidement mon cheminement. J'ai fait un bac en informatique à l'Université de Sherbrooke, un bac en biochimie aussi. Je laisse juste les informations reliées à l'informatique, qui est quand même mon deuxième bac. J'ai travaillé, après mes stages coop et tout ça, 7 ans en industrie privée à Montréal. Puis, la recherche m'appelait plus fort, puis j'ai retourné au CST, travaillé 8 ans dans une section de recherche. Mais ce qui m'appelait beaucoup durant ces 8 ans-là, c'était vraiment le gros projet qu'on avait de fusion de données. Et ce qui m'allumait beaucoup, c'était vraiment le support aux opérations militaires, donc le SOM qu'on appelle. Par la suite, j'ai fait un bon 3 ans sur un projet innovateur en cyberdéfense. Puis après ça, changé un petit peu mon parcours. Ben, pas tellement, mais j'ai joint un nouveau groupe, une nouvelle direction de recherche appliquée pour bâtir finalement une nouvelle sous-équipe. Puis de ça fait 3 ans que je suis là-dessus où on adresse beaucoup de problèmes en cyberdéfense. Puis beaucoup plus, je dirais. Benoît? J'ai un parcours semblable. Moi aussi, j'ai fait mon bac en informatique à l'Université de Sherbrooke. J'ai continué à la maîtrise, puis j'ai finalement amené mes pénates à Polytechnique où j'ai complété un doctorat en génie biomédical sous la direction du professeur Yves Goussard du département de génie électrique. Avec Yves, on travaillait sur des signaux et des images médicales et j'étais, à ce moment-là, je suis tombé fasciné avec la détection des motifs dans les images et dans les signaux. Par contre, vers la fin des années 2000, j'ai décidé de faire un virage vers la cybersécurité. J'ai eu des opportunités, puis je les ai saisies. Et puis, j'ai passé presque 10 ans à travailler dans l'industrie privée, particulièrement dans des startups. J'ai travaillé à la mise en place d'une startup qui s'appelle les Laboratoires Arcadia, qui aujourd'hui ont principalement leurs clients en Europe. Puis, je me suis joint près de leur fondation, mais quand même, j'étais parmi les 100 premiers employés. Je me suis joint à LMNTI, où j'ai joué un rôle de supervision puis ensuite de recherche. Et puis, chez LMNTI, j'ai amorcé une collaboration de recherche avec le CST. À travers ces différents engagements-là avec des startups au Québec, j'ai travaillé comme développeur, j'ai travaillé comme superviseur d'équipe technique, j'ai même travaillé comme dirigeant exécutif, mais la passion de la recherche a continué à me tirer à nouveau vers cette activité en particulier. Et puis, à la fin 2019, j'ai vu une opportunité de me joindre au CST, particulièrement à un de ses départements de recherche appliquée. Pourquoi? Parce que j'ai cristallisé mon ambition
en tant que chercheur. C'est une ambition limite ridicule, certainement indûment démesurée, mais qui consiste à résoudre la cybersécurité. Et selon moi, le CST constitue la meilleure organisation au Canada pour soutenir une telle ambition. Donc, on parle du CST. Ça peut être intimidant de temps en temps. C'est le Centre de la sécurité des télécommunications. Puis, ça reste, oui, une agence de sécurité canadienne. Puis, elle a un mandat très bien défini en cyberdéfense. Et, pardonnez-moi l'extrait que j'ai pris du site web, mais c'est vraiment d'aider à protéger les systèmes et l'information dont les Canadiens dépendent tous les jours. Donc, vraiment, ça veut dire que le CST a mission de fournir ses avis, conseils, ses services, puis sa collaboration en matière de sécurité, de cybersécurité, puis tout ça dans le but de défendre l'infrastructure canadienne, qui est jugée essentielle, bien sûr. Donc, qui juge quels sont les systèmes essentiels? Mais pensez-y, c'est un peu tous les systèmes que vous passez vos journées dessus, puis qui couvrent finalement tout le pays. Donc, il y en a beaucoup, mais ça peut être aussi de l'infrastructure qui est chez certains ministères, autant canadiens que provinciaux. Donc, ça en couvre large. Puis ça a un mandat très bien légalement défini. Cependant, comme on pouvait comprendre en écoutant nos collègues du gouvernement du Québec, la mission de cyberdéfense d'une surface aussi large que celle des infrastructures critiques d'un pays, c'est une mission impossible. C'est une guerre, une bataille, dis-je, d'attrition. Okay? Les défenseurs se fatiguent au fil du temps, malgré toute l'énergie qu'on met dans se renouveler et renouveler nos lignes de défense, nos outils de défense, il y a inévitablement des adversaires qui vont finir par atteindre leur objectif dans nos infrastructures. La chose, par contre, à laquelle on peut s'engager, c'est que ces attaques qui vont réussir vont être rares. Pourquoi? Parce du fait des défenses qu'on va mettre en place, exécuter ces attaques vont être hyper coûteuses. D'autre part, l'objectif que ces attaques-là atteindront ne se traduiront pas par des grands bénéfices pour notre adversaire, encore une fois grâce à nos stratégies de défense. Et tout ça va avoir été mis en œuvre parce qu'on va avoir anticipé les actions de notre adversaire. Toutes ces techniques visant à augmenter les coûts des attaques, à en réduire les bénéfices et à anticiper les actions de l'adversaire nécessitent beaucoup d'innovation, nécessitent par conséquent plusieurs activités de recherche. Et c'est pourquoi le CST investit beaucoup de son budget dans la recherche tant fondamentale qu'appliquée. Il y a 3 aspects principaux à notre activité de recherche que j'aimerais détailler. Tout d'abord, du point de vue de la cybersécurité, on fait de la recherche pour mieux détecter les menaces, pour mieux comprendre les objectifs et les modes d'opération de nos adversaires et pour mieux répondre au déploiement de leurs tactiques et de leurs devices. Pour détecter des menaces, il faut naturellement observer le lieu où ces menaces ou ces tactiques sont déployées. Et cette observation nécessite l'acquisition et le traitement de grands volumes de données. Une énorme botte de foin qui décrit l'activité normale exécutée par les usagers normaux et légitimes de ces infrastructures. Dans cette botte de foin, par contre, il y a quelques toutes petites aiguilles, des aiguilles qui sont elles-mêmes de la couleur du foin, qui constituent des anomalies. La plupart de ces anomalies sont elles-mêmes de l'activité légitime, mais l'activité malicieuse, comme elle est rare, elle est elle-même anormale et par conséquent, la détection des anomalies nous amène à mieux détecter l'activité de nos adversaires.
Et une fois qu'on arrive à détecter l'activité de nos adversaires, on est capable de la modéliser, d'en extraire les motifs récurrents pour plus facilement détecter tel ou tel genre de tactique au fil du temps. Est-ce que ça paraît que ce premier point-là, c'est mon activité de recherche? Je vais être un petit peu moins détaillé peut-être sur les autres. Je disais qu'on a des systèmes d'observation qui capturent un portrait de l'activité sur les diverses infrastructures qu'on cherche à défendre. Ces systèmes d'observation-là, on cherche toujours à unifier les flux d'informations qu'ils nous donnent pour pouvoir considérer des modèles de détection puis des modèles de compréhension mus par des représentations de ces données qui permettent de les joindre ensemble, un peu comme l'approche de fusion de données que Patrick a évoquée quand il parlait de son travail, en mettant en lien des données qui auparavant étaient disparates. On arrive à voir certains signaux qui n'existent qu'à l'intersection de ces flux de données distincts. Un autre aspect de la cyberdéfense auquel on s'intéresse beaucoup, c'est que oui, il y a l'information pris au sens de qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, qu'est-ce qui se passe sur les machines, mais il y a toute une classe d'attaques qui ont été déployées de plus en plus dans les dernières années et qui impliquent qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans la tête des citoyens. Comment est-ce que les citoyens s'informent et par quels moyens la vision du monde des citoyens est influencée et modifiée par ces modes d'information-là. En étudiant et en cherchant à mieux comprendre les mécanismes d'information et d'influence, on arrive à donner des avis autoritaires puis proposer des solutions pour éviter les campagnes d'influence, pour éviter les conséquences des fausses nouvelles, par exemple. Un second aspect de la recherche en cybersécurité vise à se préparer pour quand les attaques vont venir. On cherche à prévenir les dommages que peut causer une attaque qui serait réussie. Comme le gouvernement canadien n'est pas le seul propriétaire des infrastructures qui sont critiques, c'est important de collaborer de très près avec le public et avec les partenaires industriels privés via la dissémination de nos méthodes de défense et de notre expertise dans le domaine. On le fait de plusieurs façons. On le fait, entre autres, en publiant certains projets logiciels sous forme de logiciels libres. Un exemple mentionné ici sur la planche, c'est le logiciel Assembly Line qui devient qui est de plus en plus adopté par des entreprises pour capturer le comportement des maliciels qui les touchent et stocker cette information-là pour une communication ultérieure aux produits et aux autorités en matière de cybersécurité. Le CST est aussi l'auteur de rapports d'expertise rédigés très souvent en collaboration avec les champs de recherche, les unités de recherche, dis-je, qui font le point sur des questions nationales de cybersécurité. Par exemple, récemment, il y a beaucoup d'informations qui sont véhiculées au sujet de la COVID, du coronavirus, et comme il y a beaucoup d'informations fausses qui sont mélangées avec ceci, le CST intervient pour aider les communications, les services de communication du gouvernement à faire la part des choses et mieux informer le public sur ces questions-là. Un autre aspect qu'on fait en tant que chercheur pour mieux prévenir et mieux se préparer aux cyberattaques, ça consiste à étudier les menaces à l'échelle globale. Comme encore une fois le mentionnaient nos collègues du gouvernement, c'est M. Lemay qui mentionnait les feeds de Threat Intelligence. C'est des rapports qui sont émis publiquement. Il y a beaucoup de blog posts. Il y a tout
un écosystème d'informations sur la cybersécurité qui est très difficile à synthétiser. Il y a, comme le disait M. Lemay, énormément d'informations et pour nous, trouver moyen d'automatiser l'opérationnalisation de toute cette information-là, de trouver moyen d'en faire des synthèses permettant d'articuler les actions de préparation de notre équipe CERT puis de notre centre d'opération, c'est crucial. Si ça ne vous ennuie pas trop, je vais prendre les questions à la fin. Si vous devez intervenir parce que ma présentation ne marche pas, je vous en prie, unmutez puis faites juste me le dire. OK? Ensuite, le troisième volet de notre activité en tant que chercheur au CST, c'est de soutenir non seulement notre propre recherche, mais surtout celle de nos partenaires industriels et académiques. On le fait entre autres en partageant avec eux des sources de données protégées. On a tout un portefeuille d'ensemble de données qui sont extraordinairement utiles pour concevoir entre autres des modèles de détection et des outils d'intelligence artificielle permettant d'automatiser certains processus de réponse. En tant que curateur de ces sources de données, on s'engage à ne les partager que sous des processus qui sont transparents, qui respectent la confidentialité des données personnelles qui peuvent survenir dans ces ensembles de données-là et qui sont soutenus par des conseils légaux, de sorte qu'on est certain que nos procédés de partage respectent la loi canadienne. Le CST aussi se veut un point de centralisation de la confiance institutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, parfois, il y a des entreprises, des partenaires, des ONG, des universités qui peuvent avoir de la difficulté à entrer dans une relation de confiance permettant de développer un partenariat qui autrement serait très riche. Le CST se veut, dans ce cadre-là, le centre de la confiance. Les entreprises entrent en relation facilement avec le CST, les ONG pareil, les universités pareil. Et de ce fait, on amène ces gens-là qui ont de la difficulté à se serrer la main, à se rejoindre et à collaborer d'une façon qu'autrement, ils n'arriveraient pas à le faire. Finalement, le CST est un moteur de transfert d'innovation en cyber du Québec. On fait face à une énorme surface d'attaque, à un problème de défense qui est d'une dimension qu'on peine à imaginer. Il y a plusieurs entreprises qui viennent nous voir en suggérant que leurs produits peuvent aider. On met en place des protocoles de mise à l'essai de ces produits-là et ensuite, on est capable de soutenir la compagnie avec du feedback actionnable, leur permettant donc de raffiner leur offre de produits et souvent, via des programmes de financement fédéraux, le CST devient même un partenaire d'incubation d'entreprises en cybersécurité. On a aussi des collaborations académiques approfondies par lesquels parfois certains membres du CST veulent s'engager dans un processus de maîtrise ou de doctorat. Donc, ils amènent leur expertise à l'université et ils reviennent de l'université avec un développement accru d'habiletés de recherche et souvent des connaissances et des éléments de savoir qui manquaient à l'organisation. Donc, ça, c'est les problèmes de recherche qu'on traite aujourd'hui, mais on a aussi un œil sur les problèmes de cybersécurité de demain. Je me permets de name-dropper quelques sujets juste parce que ça fait du bien de se gargariser avec un peu. Entre autres, on s'intéresse, on a un challenge qui a été rendu public pour opérationnaliser des techniques de cryptographie homéomorphique. Ces techniques de cryptographie-là permettraient de traiter un ensemble de données avec, par exemple, un algorithme de recherche ou un algorithme de détection sans avoir accès au contenu exact des données, donc en préservant significativement la confidentialité de l'information qui serait présente. On s'intéresse aussi à la cryptographie post-quantique parce que avec l'avènement progressif de l'informatique quantique, les techniques de cryptographie
du moment, la plupart deviennent brisées en un clin d'œil. Et donc, on veut s'assurer que le CST est en mesure de conseiller sur des méthodes de cryptographie qui, elles, ne seront pas vulnérables aux processeurs quantiques et qu'on sera en mesure de faire le déphasage vers une telle cryptographie post-quantique avant que les ordinateurs quantiques deviennent chose commune. Et finalement, encore dans le but de mieux contrôler l'autorité des informations factuelles qui sont véhiculées dans les médias, on s'intéresse à la détection de documents faussés, ce qu'on appelle communément les deepfakes. On s'intéresse aussi à plusieurs questions de mémétique pour mieux comprendre comment les gens réagissent, quel impact émotionnel a certains types d'images et comment détecter la fausseté de tels mèmes qui sont communiqués sur l'Internet en faisant de l'analyse du texte qui est enchâssé lui-même dans l'image. Maintenant, rapidement, faisons un petit quiz. Monsieur Patrick, êtes-vous prêt pour le quiz du diable et dans les détails? Okay, je suis prêt et très ouvert à vos questions, Monsieur Benoît. Très bien, Monsieur Patrick. Donc, Monsieur Patrick, juste avant que je t'offre l'opportunité de poser tes questions, juste pour tout le monde, juste pour vous amener un peu plus dans un certain niveau de confort, parce qu'on est très conscient que ce n'est pas toujours évident de dealer avec ce qu'on appelle les agences de sécurité, mais on veut prendre un petit rôle, mais on a laissé faire les déguisements malgré que l'Halloween approche. Le mien, il n'est pas prêt de toute façon, puis avec le confinement, je ne suis pas sûr que ça va être bien apprécié que j'ai à le cogner au pas avec un masque. Je crois que c'est l'Halloween. Ceci dit, on a préparé un petit scénario, donc prenez-nous pas trop au sérieux. Mais c'est des questions qui sont quand même qui sortent souvent. Alors, Monsieur Benoît, vous avez des questions? Donc, je suis maintenant rempli d'enthousiasme par rapport à faire de la recherche au CST. Si je ne suis pas un citoyen canadien, est-ce que c'est problématique pour la considération de ma candidature? En fait, oui, c'est problématique car tu dois être un citoyen canadien. Tu dois avoir la citoyenneté canadienne. Puis, un petit peu plus, comme le CST travaille avec des données un peu sensibles, non, laisse faire un peu sensibles, le CST là, doit s'assurer que ces données restent entre bonnes mains. Donc, le CST mandate notre organisation à vérifier où tu as été pendant les 10 dernières années. Où tu as vécu. Où tu as été, que tu as visité, où tu as passé du temps, où tu as été. Ceci dit, il ne faut pas avoir peur. Puis, OK, admettons que toi, tu es un grand globetrotter. OK, tu aimes visiter, tu aimes voyager, puis tu es mordu de la cybersécurité. On fait des suppositions. Hein? Puis, tu veux appliquer au CST. Alors, oui, en étant citoyen canadien, tu peux. Ce qu'il faut peut-être faire de ta part pour éviter un petit peu les petites embûches, c'est que tu devrais garder trace et documenter toutes les périodes que tu as passées à l'étranger. Alors, bienvenue si tu veux appliquer. OK. Monsieur Patrick, on va juste essayer d'accélérer ça pour ne pas accentuer le retard qu'on a pris. Est-ce que j'ai besoin d'un diplôme universitaire pour appliquer, particulièrement si je désire appliquer sur un poste de recherche au CST? Bien, la plupart des postes au CST requièrent un diplôme universitaire. Par contre, évidemment, pas tous les postes, mais en particulier, comme tu mentionnes, pour les postes en cybersécurité, oui. Bien. Et finalement, comme je suis super enthousiaste, et comment est-ce que j'applique? Bien, c'est assez simple. Le CST a un site web officiel qui est sur le Surface Web. On peut le googler celui-là. Et puis,
tu accèdes le site qui est avec le petit Q-code qui est là, puis tu vas sous le postuler pour une carrière et voilà, c'est fait. Bien. Si vous permettez, comme justement on essaye de rattraper un peu le retard qui a été pris, je vais demeurer disponible sur le chat pour répondre aux questions textuellement. Et puis, on va tout simplement passer la parole à Justin pour enclencher sur la prochaine présentation. Est-ce que ça a du sens? Absolument. Merci beaucoup, Benoît, pour ta considération. Merci, Patrick. Merci, Benoît, pour l'excellente présentation. Ça a été très intéressant. Puis oui, effectivement, Benoît, on a eu quelques questions dans le chat. Peut-être que vous pouvez les réécrire, ceux qui en avaient, afin que Benoît puisse y répondre. Ah, je suis capable de faire ce qu'on appelle scroller up. Oui, bon, j'avoue que scroller up versus scroller à travers d'immenses quantités de données, je pense. Non, La ça, comparaison n'est pas super. très. Exact. Parfait. Alors, ben, merci beaucoup, messieurs. Justin, je veux juste t'interrompre une seconde avant Oui. la prochaine présentation. Mes chers collègues ont mentionné qu'il fallait bien comprendre ce que les citoyens canadiens, comment ils utilisent la technologie puis qu'est-ce qu'ils font sur Internet. Je veux juste répéter à tout le monde que le CST, le Centre canadien pour la cybersécurité, n'a pas le mandat comme on dit, regarder ce que les citoyens font. Donc, ce que mes collègues ont voulu dire, c'est à travers la recherche puis les statistiques, mais on n'a pas le mandat là, de surveiller les activités en ligne des citoyens. C'est une question qui m'est souvent posée, fait que je voulais juste le spécifier ici pour ne pas induire personne en erreur et faire peur à personne non plus. Alors, merci, Véro, de spécifier. Oui, je vais clarifier sur le chat qu'est-ce que je signifiais par comprendre comment les gens pensent et comment ils utilisent l'information. C'est vraiment juste parce que je me fais souvent demander par les étudiants si c'est nous qui font ces choses-là, puis c'est pas nous. C'est pas notre mandat. Merci, les gars. Merci, Véronique, pour la clarification. Alors, on est prêt à passer, je pense, à la prochaine personne pour ce soir. Alors, Gabriel, je ne sais pas si tu es disponible en ce moment pour enclencher ta présentation. Alors, oui. Et voilà, la voilà. Alors, notre prochain invité est donc Gabriel Botbol de Okiyok, qui vient un peu nous parler de sa carrière de pentesting. Alors, Gabriel, je te donne la parole. Merci beaucoup. Donc, oui, en effet, je m'appelle Gabriel Botbol et je suis pentesteuse chez Okiyok. Et je suis aussi blogueuse et podcasteuse en cybersécurité. Donc, j'aide à l'organisation de Women of Security Montréal et je suis VP communication au NorthSec. Récemment, j'ai été récompensée en étant nommée au top 20 des femmes de la cybersécurité au Canada. Donc, pourquoi j'ai choisi le pentest? Moi, j'ai très envie de vous dire qu'il n'y a pas de parcours linéaire ou unique pour réussir dans la cyber. Personnellement, après le lycée, j'ai fait des études d'art dramatique pour devenir comédienne et pour pouvoir financer cette formation, j'étais en parallèle réceptionniste dans l'hôtellerie de luxe à Paris. Donc, on est vraiment deux mondes différents. Mais dans mes loisirs, je programmais des sites internet sur le théâtre ou sur l'art en général. Et après des voyages, des rencontres, une meilleure connaissance de moi, etc., j'ai décidé de me réorienter à 26 ans en me formant au développement d'applications avec un bachelor en sciences informatiques. Et donc, tout de suite après, j'ai travaillé pour une grande entreprise internationale comme développeuse, mais là encore, j'étais pas sûre de la sécurité des applications que je livrais. Et puis, plus personnellement, j'ai toujours eu à cœur le domaine de la cybersécurité, c'est quelque chose qui répond exactement à cette valeur, parce qu'en fait, c'est protéger les données des entreprises, des particuliers et de la société en général. Donc voilà, pour mon parcours. Je vais parler un petit peu du pentest. Donc, qu'est-ce que c'est que le pentest? C'est le processus pour identifier et exploiter les vulnérabilités d'un système. Donc, ce qu'on va faire pendant un pentest, on va attaquer le système pour trouver ses vulnérabilités. Et le but du pentest, donc, ça va être d'identifier et d'évaluer le risque des entreprises ou des organisations et donc pour mieux les protéger.
Donc, pour vous donner un exemple, je vais vous prendre une journée type, donc dans la pratique de mon métier. Donc, par exemple, je vais ouvrir ma boîte email, je vais envoyer des mails aux clients dont je vais commencer à tester les environnements. Bon, alors, une petite note sur les emails, c'est qu'il faut quand même faire attention et les lire à des horaires bien spécifiques parce qu'on en reçoit beaucoup et ça peut prendre du temps. Donc, il faut vraiment se discipliner là-dessus. Parfois, on va avoir des appels avec des clients pour préparer les nouveaux projets. Et une fois toutes les 2 semaines, on a une rencontre avec l'équipe pour parler de nos projets, comment être plus efficace dans notre travail, etc. Et la plupart du temps, en fin de compte, on sera en train de tester des on leur donnera des conseils pour remédier aux vulnérabilités avec des ressources, et des choses comme ça. Pas, il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre. Et on échange avec d'autres professionnels qui connaissent aussi plein de choses différentes et du coup, c'est vraiment très, très enrichissant. Et on découvre tous les jours des nouvelles technologies parce qu'on teste différentes technologies, donc on découvre encore et encore d'autres technologies. Et puis les technologies évoluent vite aussi, donc c'est vraiment varié. Maintenant, est-ce que, si vous vous demandez si c'est fait pour vous, si vous aimez connaître l'envers du décor, si vous êtes curieuse ou curieux, persévérante ou persévérant, si vous aimez apprendre quelque chose de nouveau tous les jours, ou si vous voulez contribuer à la cyberpaix, c'est fait pour vous. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai 2 liens à vous proposer. J'ai fait un talk récemment pour le CSNP et je vous poste le lien ici parce que il est beaucoup plus détaillé sur tout ce qui est pentest si vous voulez rentrer dans les détails un peu plus techniques. Et je voulais aussi vous partager mon blog parce qu'il y a des ressources et je présente aussi comment j'ai fait mon parcours, etc. Et donc voilà, les 2 liens. Et j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Oui, moi j'en ai une. Oui. Oui, quels sont les outils, par exemple, que vous utilisez pour faire le pen testing, disons? Disons un top 3. Ça va dépendre des types de pentest, mais par exemple, pour le web, on va utiliser donc un outil qu'on utilise quasiment pour tous les pentests, ça va être une machine virtuelle sous Linux qui s'appelle Kali Linux avec plein d'outils préinstallés dessus qui permettront de faire certains types de pentests. Et spécifiquement pour le web, donc on aura une machine Kali Linux avec dessus Burp Suite d'installer. Et donc on va pouvoir, donc Burp Suite c'est un proxy, ça va interpréter en fait les requêtes et les réponses en gros entre, on va dire, la conversation entre un client et un serveur. Et on va pouvoir modifier les requêtes, on va pouvoir analyser le site et vraiment comprendre comment il fonctionne. Il y a aussi, on utilise aussi quelques outils automatiques, mais on valide toujours manuellement tout ce qu'on fait pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de faux positifs et de choses comme ça. Donc, il y a des outils automatiques open source ou d'autres qui sont privés comme NetSparker. Il y a aussi SQLmap de temps en temps qu'on serait amené à utiliser si on détecte qu'il y a une potentielle possibilité de faire une injection SQL. Il y a Derb aussi qui permet de naviguer, de faire de forcer. On fait plein de requêtes à la suite. On cherche les dossiers, etc. Et ça nous permet, avec des listes de mots qui sont préfaites, et ça nous permet d'avoir une espèce de sitemap de la cible, en fait. Est-ce qu'il y en a
d'autre que je pourrais mentionner? C'est globalement ça. Il y a aussi un outil automatique, parce qu'il y a beaucoup de CMS qui sont utilisés. Il y a aussi pas mal WordPress, c'est pas mal utilisé. Et donc, il y a un outil qui s'appelle WP Scan qu'on va utiliser aussi parfois pour voir ce genre de choses. Voilà. Parfait. Moi, j'ai une question. Oui. Donc, pourquoi choisir une carrière de pentester en tant qu'employé versus quelque chose que je fais en ce moment? C'est plus bug bounty. Alors, c'est vraiment ça. Pourquoi avez-vous choisi une carrière en tant qu'employé versus quand vous auriez pu le faire en tant que contracteur, I guess? C'est une bonne question. L'avantage c'est qu'on a la sécurité de l'emploi. Pour tout ce qui est bug bounty, c'est très intéressant, mais le hic, c'est que c'est pas toujours sûr qu'on va trouver forcément quelque chose qui va rapporter beaucoup. Je veux dire, les bounties sont pas toujours très, très motivants. Et donc, oui, moi, c'était surtout en termes de sécurité de l'emploi et tout ça. Et puis, comme une vraie communication avec le client, il y a les échanges téléphoniques et tout ça. On est vraiment au cœur du besoin des personnes, et je trouve que c'est beaucoup plus pentester. Il y a quelqu'un qui a répondu CEH ou SCP. Oui, je dirais que le CEH, ça marche très bien en termes de passage par rapport à ce qui est ressources humaines. Et l'OSCP, c'est super intéressant parce que c'est de la pratique, parce que vous allez devoir hacker des labs et tout ça. Après, c'est pas indispensable. Moi, j'ai passé mon entretien depuis la France. Et j'ai présenté ce que je faisais, j'ai présenté mon profil, je n'avais pas l'OSCP, et on m'a embauché et on m'a fait venir au Canada. On m'a embauché avec un CTF. C'est vrai que j'ai passé un CTF, et donc c'est aussi très très bien de s'entraîner et de faire des CTF. Est-ce qu'il y a des trouvailles que vous faites plus souvent dans vos pentests, genre une tendance qui revient à travers les systèmes? Ben, le OWASP Top 10, par exemple, pour tout ce qui est web, c'est vraiment très représentatif de ce qu'on trouve. Et oui, ce serait ça. Donc, tout ce qui est cross-site scripting, tout ce qui est aussi accès à des informations. Par exemple, si on est utilisateur, si on se met dans le contexte d'un utilisateur qui peut accéder à des informations d'un administrateur, des choses comme ça arrive aussi assez souvent. Surtout dans le cadre d'utilisation d'API, ça arrive beaucoup. Je pense que j'ai fait le tour, mais je suis sur LinkedIn. Si vous avez des questions, on vient souvent me poser, me demander des conseils de carrière, des choses comme ça. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'aider les personnes qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin de conseils. Génial. Ben, merci beaucoup, Gabriel, pour la présentation. Je ne sais pas si toujours, si vous avez des questions pour elle, j'imagine que vous pouvez toujours continuer à les écrire dans le chat. Sinon,
Est-ce que tu avais terminé, excuse Gabriel, je sais qu'il te reste un peu de temps si jamais tu veux prendre pour en parler d'un autre sujet ou. Je pense que j'ai fait le tour, mais je reste connectée s'il y a des questions sur le chat. Génial, ben merci beaucoup. Donc, on va pouvoir, dans ce cas-là, passer à la prochaine personne, si elle est disponible. Hugo, est-ce que tu es présent dans l'appel? Laissez-moi voir dans les participants, là. Je pense que Hugo n'est pas encore avec nous, mais, OK. mais Christian, Frédéric et Christian, Frédéric, excuse-moi, j'ai un blanc de mémoire. Tantôt, vous faites aussi du pentest au gouvernement du Québec. Si vous voulez en parler un petit peu, vous êtes la bienvenue. Oui, effectivement, ça peut rester un peu dans le sujet du pentesting, ça pourrait être bien, oui. Malheureusement, je pense que mon collègue Christian n'est plus là et moi, c'est pas tout à fait dans mon équipe que ça se passe. Désolé, Véronique. C'est bon. C'est bon. Pas de problème. Je vais juste Je ne réponds encore. Ouais, je sais pas si tu es capable de rejoindre Hugo dans ce cas-là. Ok, parfait. Ben, pendant ce temps-là, je peux peut-être en profiter un peu pour parler de ce qui s'en vient dans les 2 prochaines semaines. Alors, c'est bien sûr, ces ateliers-là ont lieu dans le cadre du mois de la cybersécurité. C'est la deuxième de 4. La semaine prochaine, on a, si je ne me trompe pas, Jasmin Landry qui vient nous parler un peu du bug bounty. Puis de Jasmin Landry qui est, si je ne me trompe pas, un des représentants de BugCrowd. Et donc, il va venir parler un peu plus du bug bounty en détail. Je sais que ça a été soulevé tantôt, donc je ne me rappelle plus exactement c'était quelle personne qui avait mentionné ça, mais ça pourrait être intéressant. Alors, ça va être lui, il va être la semaine prochaine un peu nous parler de tout ça. L'annonce devrait être faite soit aujourd'hui ou demain. Alors, vous pouvez rester à l'affût de ça sur nos réseaux sociaux. Par la suite, notre dernier atelier du mois, qui se tombe donc dans 2 semaines, le 29 octobre, est donné par Marc-Antoine Bernier, dans le cas, qui est lui aussi pentester. Ah, est-ce que je me suis trompé? Ah, merci Étienne. Je pense que c'est le contraire, c'est la semaine prochaine qu'on va donc avoir Marc-Antoine qui va nous parler du pentesting un peu plus en détail avec des ateliers techniques. Et finalement, c'est ça, ça va être Jasmin Landry le 29 pour nous parler du bug bounty. OK. Alors, toujours en attente du coup. Oui, vu que, donc, en attendant peut-être que Hugo arrive, si vous avez toujours des questions, bien sûr, peut-être juste sur le domaine de la cybersécurité en général, on a quand même 4 experts dans le chat en ce moment qui peuvent, dans l'appel, qui peuvent vous en parler. Alors, peut-être une fois vos questions ouvertes en attendant l'arrivée de notre prochain présentateur. Souvent, les étudiants me demandent comment faire pour passer d'être étudiant pour se qualifier pour des jobs en sécurité parce que les posters des emplois en cybersécurité demandent souvent de l'expérience préalable. Moi, je dis souvent aux étudiants d'essayer d'acquérir de l'expérience à travers des CTF puis des trucs en dehors de l'école. Mais vous, chers collègues des autres départements et équipes, qu'en pensez-vous? Loïc, pour répondre à ta question, il y a une chaîne YouTube que je vais t'envoyer que je vais poster dans le chat dans un instant. Frédéric, pour travailler chez vous, ça prend absolument d'expérience? Oui, écoute, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que l'expérience, généralement, c'est requis pour la majorité des postes. Sauf que, évidemment, on agit aussi sous la forme de mentorat, comme Francis le spécifiait précédemment. Une bonne façon d'entrer, entre autres, c'est les différentes formations qu'il y a
Il y en a qui sont très dispendieux, comme le SANS, évidemment, ce n'est pas donné, mais il y en a des un peu plus abordables. Donc, déjà, ça peut être un point de départ. Sinon, bien évidemment, on engage des gens de tout milieu. Si vous n'avez pas forcément de l'expérience en sécurité, mais souvent, on va vous prendre en termes de mentorat. Simplement, vous allez superviser par un expert qui, lui, a plusieurs années d'expérience. C'est sûr que je veux dire, c'est peut-être pas les postes les plus avancés qui sont comme ça, mais c'est quand même une formule qui est assez efficace. On a même actuellement, on a même une étudiante dans notre équipe actuellement là, qui agit au niveau technique, mais tu vois, ce qui est bien, c'est que pendant ce temps-là, ben, on travaille avec elle, on échange, on partage nos connaissances et tout ça. Et c'est une bonne façon, je pense, de se mettre à niveau. Oui, c'est une formule qui peut être acceptable là, pour entrer, je pourrais dire, sans expérience en sécurité. En général, on demande au moins une bonne expérience en informatique, mais du moins, ici, est-ce que c'est universitaire ici ou cégep? Universitaire. Universitaire, quand même, ça donne un bon coup de main. Souvent, il y a de l'expérience qui est reconnue à ce niveau-là pour le bac universitaire. Donc, vous voyez, quand même, c'est quand même pas pire. Fait que dans ce cas-là, si jamais c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'expérience au préalable mais qui a un diplôme universitaire, oui, la formule de mentorat, je pense que ça peut très bien fonctionner. Puis souvent, ben, comme je disais, les petites formations qu'il y a, ça peut vous aider. Les CTF, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ça met un peu les mains à la pâte. Puis c'est ça. Il y a même, je pense qu'il y a même certaines de ces formations-là qui sont gratuites aussi, donc qu'on peut suivre là, pour se mettre un petit peu au niveau. Merci. Génial. Merci, Frédéric. Ça fait plaisir. Alors, je ne sais pas si peut-être Benoît ou Patrick, vous avez un petit mot à dire sur ce sujet-là. Là. Je ne sais pas si Véronique, tu peux rappeler ta question. Oui, les gars, Pat et Benoît, quels seraient vos conseils pour des étudiants qui veulent travailler en cybersécurité? Quel genre de formation, d'expérience ils devraient acquérir? Oui, désolé, juste le temps de me replacer en ordre. Premièrement, je dirais, je vais être un peu biaisé par l'aspect recherche. Parce que la cybersécurité, beaucoup de participants qui travaillent à la défense puis à la protection. Puis, on peut prendre des géants comme Microsoft qui vont travailler sur les diagrammes, Table, puis qui essaient de comprendre puis de systématiser les approches des adversaires. Moi, je vais prendre le plus l'angle recherche. Donc, je dirais la curiosité est assez prime abord. Il faut essayer de penser plus loin que ce que l'adversaire est en train de faire. Benoît faisait des références à aller jusqu'à essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font, leur modus operandi, qu'est-ce qu'ils veulent avoir en bout de ligne. Donc, Benoît, tu peux rajouter à ta guise là-dessus. Donc, je pense qu'une bonne connaissance des systèmes, le comportement normal, si on a de la misère à le comprendre, ça va être dur de comprendre qu'est-ce qui est malicieux aussi. Donc, c'est plusieurs choses que je dis sans rentrer dans des détails, mais je pense que c'est déjà de passer avec une bonne base en cyber, puis après ça, de comprendre comment on peut contourner les obstacles naturels qui arrivent en cybersécurité. J'ajouterai à ton commentaire, Patrick, que la première étape quand on s'enligne dans une question de recherche, c'est de faire une revue de la littérature, right? C'est de s'assurer de comprendre exhaustivement l'espace dans lequel on pose un problème et auquel on recherche une solution. Par contre, plutôt en ce sens,
de bien comprendre les façons de travailler de l'adversaire, de bien comprendre les descriptions des tactiques, que ce soit via le framework de MITRE, que ce soit via d'autres systèmes de nomenclature, quel qu'il soit, cette connaissance-là est un prérequis essentiel pour que l'innovation qu'on désire apporter ait de la valeur pour les gens qui exécutent la mission de cyberdéfense. Puis essayer de comprendre les motivations qui sont en arrière. Puis les motivations ne sont pas nécessairement que reliées aux adversaires, elles peuvent être reliées au contexte actuel. Benoît a mentionné, exemple, le COVID, le coronavirus. C'est un sujet qu'on voit beaucoup aujourd'hui sur les médias sociaux. C'est le sujet du jour. Qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines semaines? Probablement les élections américaines. Maintenant, on les voit déjà, en fait. Donc, la situation mondiale est importante aussi à connaître pour arriver à connaître les motivations intrinsèques des adversaires. Donc, il y a plusieurs aspects à développer autres que purement la cybersécurité. J'ai une question pour Patrick. Oui. Est-ce que l'expérience dans l'analyse de données, ça pourrait compter comme de l'expérience dans la recherche? Définitivement. Puis, je dirais, ça forme une base qui est quand même assez solide. Prenons un exemple, un individu qui a une très forte base dans un certain protocole. Et puis, il le maîtrise, c'est ça. Donc, c'est un individu qui est extrêmement bien placé aussi pour voir qu'est-ce qui est suspect à l'utilisation de ce protocole versus quelqu'un qui ne connaît pas du tout le protocole. Donc, évidemment, ce que vous dites, oui, c'est des aspects qui sont considérés tout à fait. Parfait, merci. Génial. Ben, merci beaucoup, Patrick et Benoît, pour votre input sur cette question. Peut-être, Gabriel, aurais-tu un mot à dire là-dessus, sur ce que tu suggères aux étudiants qui veulent commencer peut-être une carrière en cybersécurité? On ne t'entend pas en ce moment, Gabriel, si tu essaies de parler. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, oui. Ah, pardon. Oui, donc oui, moi j'aurais peut-être quelques petits conseils sur la question. C'est vrai que les CTF, c'est vraiment intéressant pour avoir une sorte d'introduction à tout ce qui est pentest. Personnellement, pour me former, j'ai fait un stage dans une entreprise qui faisait du pentest. J'ai fait aussi des summer schools, j'ai fait des cours en ligne et puis j'ai fait aussi beaucoup de bénévolat et dans des associations pour la cybersécurité. Donc, il faut pas hésiter à aller dans in the wild, j'ai envie de dire, voir tout le monde, suivre des personnes aussi sur les réseaux sociaux, c'est toujours très intéressant parce que les gens ont toujours des conseils à donner, des choses comme ça. Pas hésiter à solliciter les gens et tout ça. Et oui, pour une bonne introduction, les CTF, quelqu'un parlait des bug bounty tout à l'heure, c'est intéressant aussi. Il y a énormément de plateformes d'entraînement, que ce soit sous forme de CTF ou sous forme de cours en ligne. Donc, ouais, ce serait mon conseil par rapport à cette question. Génial. Ben, merci beaucoup, Gabriel, pour ton input.
Si vous avez quelques dernières questions, tout le monde à leur poser, malheureusement, on est sans nouvelles du dernier présentateur. Alors, ça va conclure un peu l'atelier de ce soir dans ce cas-là. Alors, on va peut-être juste passer une dernière petite période de questions et peut-être aussi permettre, je vois que Benoît est assez actif dans le chat pour qu'il puisse continuer à répondre aux questions, là. D'accord. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va garder l'appel ouvert encore un petit peu pour que vous puissiez continuer à discuter avec nos charmants présentateurs. Ou sinon, bien sûr, je vous invite la semaine prochaine à la même heure, à 18h30, à vous joindre à nous pour, pour un atelier sur, j'ai bien vérifié, là, ça va être sur le bug bounty. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose que vous désirez en apprendre plus, je vous invite à être là. Sinon, je vous remercie à tous pour votre présence, en particulier bien sûr, Benoît et Patrick, bien sûr Frédéric, Francis et Christian, ainsi que Gabriel. Merci beaucoup pour votre présence, d'avoir partagé un peu avec vous vos expériences et vos domaines de travail. Merci à tous les étudiants aussi qui ont été là pour écouter. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Merci beaucoup. Merci. Ah, bien sûr, je vais juste mentionner aussi, désolé, un enregistrement a été fait de l'atelier, donc qui sera disponible sur la chaîne YouTube que j'ai mis dans le channel récemment, que je vais remettre pour vous. Pour les présentateurs, si vous voulez mettre disponible des informations de contact, vous pouvez me les faire parvenir. Je vais les mettre dans la description de cette vidéo YouTube et dans un post Facebook sur l'événement. Alors, si vous désirez te contacter pour quelque raison, vous pouvez m'envoyer ça pour que les étudiants puissent vous poser des questions ou autres. Et voilà, merci beaucoup.